Donc, simplement, je vous présente, j'ai vécu une MDE, ça c'est pour vous le dire. Je veux simplement rappeler l'accident pour que vous compreniez l'élément à un moment donné. Ceci est une photo de quelqu'un, enfin une photo, c'est une peinture sur soie de Sylvie Rox, qui était peinte dans les années 92. Et je suis redevable d'elle, j'ai perdu son suivi. Hein, elle avait eu une MDE à l'occasion d'un accouchement, elle a failli perdre son enfant. Photo suivante. Voilà, donc ça a été rappelé, bon, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes par rapport à un certain nombre de choses qui ont été dites ici, hein, et donc finalement je vais presque à ne rien dire au niveau conférence. Les appellations sont différentes, je reste moi sur NIDES Expérience. Oui, j'ai vu. NIDES Expérience, chacun y va de son mot, actuellement en français c'est état de mort imminente, il y a les EPM, les ESM, mais il y a aussi ce qu'on appelle les décorporations avec un certain nombre d'appellations qui vont des décorporations jusqu'aux expériences hors du corps, qui ne sont pas tout à fait des NDE, quoi qu'on dise. Photo suivante. C'est pour aller vite. Tout à l'heure, bien présenté, effectivement, on retrouve dans toutes les cultures un certain nombre d'éléments qui sont notamment chez les Égyptiens, mais on le retrouve chez Mazda, dans tout un tas de cultures, pour ne pas dire que nous sommes que dans une culture judéo-chrétienne. Photo suivante. Suivant. Voilà. Donc ça c'est un peu plus récent. Vous voyez, c'était des photos qui ont été faites au siècle passé. Donc des gens avaient des preuves. Photo suivante. Donc depuis le XIIe siècle, on trouve effectivement ces rayons de lumière première, hein, puisque la lumière première est élément qui est chez Bouddha. Le Bouddha, je dis au Japon. Et les témoins de la lumière, eux, font cette fusion avec la lumière, et nous allons essayer d'en parler. Continuez. Une chance, ceci je l'ai trouvé sur Internet, personne n'en parlait, maintenant on le trouve partout. Or, c'est un médecin militaire qui, en 1766, monsieur Pierre-Jean Monchot, qui va décrire, en sauvant quelqu'un sur le terrain militaire, hein, son expérience dans ce livre que vous avez donc à la librairie chez J.B. Henry, imprimeur libraire. Si vous le retrouvez encore, vous me le rappelez, mais ce livre, on doit le trouver quand même quelque part. C'est un fait singulier de cette époque. Continuez. Voici l'événement qui s'est produit donc en 1988, en septembre, dans le Bordelais. Il commence à y avoir des petits brouillards, et ce jour-là, je rentre de La Rochelle avec mon épouse, une passagère qui était avec moi, et moi-même au volant. Cette route d'habitude revient sur Rochefort, elle est toute droite, il n'y a absolument aucun risque, on peut la faire les yeux fermés, il y a juste un virage avant qui passe au-dessus d'un pont et juste un virage après. Donc voilà. Mais au moment où j'ai passé le pont, où j'arrivais là, il y avait des brouillards j'étais sur cette voie pour revenir. Et c'est là qu'à ce moment-là, ma femme me dit, on ne voit plus rien, effectivement, devant mon capot de voiture, eh bien, je ne vois plus qu'un seul pointillé. Et là, vraiment, je décélère, je freine, et photo suivante, bang, il y a un camion qui est arrêté au milieu de la route. Photo suivante. Ça fait à peu près ça, hein, mais... Vas-y. C'est la suivante, hein. Il y en a une autre. Voilà. Je percute le premier camion qui est au milieu. Je suis dans un état d'hypervigilance, hein, c'est-à-dire que je ne suis pas dans le coma, je suis avec toutes mes propriétés et facultés, qui étaient en médecine peut-être, mais qui vont devenir des facultés impressionnantes. Et le camion suivant n'est pas encore arrivé. Donc j'ai le sentiment que c'est très grave, je fais sortir, ma femme sort d'un côté, ma passagère sort du même côté que moi, et donc, vous éliminez ceci pour l'instant. Donc nous sommes sur cette route, et c'est tellement noir, je n'ai pas envie de fuir parce qu'on ne voit rien. On ne voit rien. Je veux partir donc dans le sens où j'allais. Non. Je veux passer sur le rail de sécurité. Non. C'est hyper dangereux. Hein. Vous ne passez jamais un rail de sécurité. Vous avez 20 secondes pour vous en tirer. Donc c'est pas la peine. Et je le retourne. Et j'ai cet engin qui va arriver, fermer les portes de la voiture au passage parce qu'il les emporte. Donc je suis devant cet engin, photo suivante. Voilà, c'est ça pour comprendre ce qui se passe. Je suis ici, ma passagère est sûrement par là, et ce camion est sur moi.
Donc à partir du moment où il arrive sur moi, il y a des psychiatres qui ont essayé de me prouver que j'avais accepté ma mort. J'ai dit, pauvre idiot, t'as quelqu'un resté devant, t'aurais vu ce que tu penses. Et le camion, donc, je sais personnellement qu'il est pour nous. Je ne sais pas encore, ma passagère, je ne la vois pas, on est tous sortis comme ça. Et je vais avoir un phénomène très particulier. Il va y avoir un phénomène de ralenti et en même temps de grand angle. Les deux en même temps. Devant le camion où on ne voit que la partie à peu près éclairée du tableau de bord, on voit ce que je peux percevoir par ma caméra, et je vais aller chercher, et je suis 32 ans après, tout ce que je sais faire depuis l'âge de 8 ans en sport. Tout ce que je sais, de 3 ans, pardon, pas 8 ans. C'est-à-dire je faisais des sports rapides, patin à glace, ski, et ainsi de suite. Eh bien mon cerveau ne s'est pas trompé. Il a fait ça en une fraction de seconde, et je vais échapper sur le côté. Ici. Alors en échappant sur le côté, ma caméra visuelle, elle ne peut pas voir dans le noir. Il y a les rétroviseurs. Et pendant que je fais le bond en avant, j'étais très mauvais en saut en hauteur. Je laissais toujours traîner une jambe. Et devinez quelle est la jambe qui a pris? Eh ben, c'est celle qui effectivement a reçu le lifting du rétroviseur. Et là, c'est une caresse de plume. Se faire fracturer une jambe, un genou et le pied en même temps, eh bien, on ne sent rien. Donc c'est déjà génial. Les médecins vous disent que ce sont les endorphines, les endomorphines, c'est remarquable. Très bien. Bon, photo suivante. Sinon tu changes le registre. Donc c'est l'expérience personnelle qui va arriver. Alors je voulais, puisque le but de la conférence n'était que de parler de cet élément, la précognition. Alors, je vais vivre la mise en mouvement, je vous l'explique. Une sensation de flottement, c'est remarquable. J'ai une accélération qui est digne d'un TGV qui passe en gare, mais à 300 à l'heure. Et puis je me retrouve avec cette sensation de souffle remarquable, et je rentre dans une dimension d'éternité où musique, où je suis musique. C'est pas que je pense, je suis musique. Mes cellules, tout est musique. Je vais un petit peu dans ce qu'il disait le docteur Bobo-là. Effectivement, on pourrait penser à un élément énergétique d'explosion cellulaire. Mais l'ennui, c'est que la musique, ce n'est pas la vibration que tu as dit tout à l'heure. La vibration tout à l'heure, c'est que je deviens musique. Et cette musique, c'est une musique de 32 pieds d'orgue, donc je peux la décrire, y compris ces musiques que l'on entend dans soit les requiems de Mozart, mais surtout dans les chorales anglaises. Hein, si vous avez écouté la messe de Charles III, vous aviez des chorales d'enfants et ça monte dans un niveau absolument sublime. Et je suis là dans le hors-temps. Mes lunettes tombent, j'ai la tête vers le haut, je suis en train de me dire, t'es un con, t'es myope, tu ne verras rien. C'est très bien, c'est très discordant, mais c'est gentil. À partir de là, combien de temps ça dure? C'est calculable mathématiquement. Mais ce hors-temps est remarquable par la puissance de la musique et par cet événement qui m'habite. Et pour vous donner un exemple, en rentrant dans un semi-symphonique actuellement, je l'ai fait il y a quelques années, ce n'est qu'un transistor. Pour avoir un peu une impression, il faut que j'ai le dos contre un buffet d'orgue pour avoir un début d'émotion de cette nature. Et là, je commence effectivement à atteindre, je ne dis pas que je décolle, mais je commence à avoir le corps qui respire un petit peu cette dimension de force. Alors un 32 pieds d'orgue, un 16 ou 32 pieds, ce sont des orgues. On entend par exemple de l'ultra-basse dans le chœur quand il n'y a personne, et c'est assez, vous avez l'impression qu'un camion freine lentement, c'est remarquable au niveau des prises de son. Je fais vite, la réintégration du corps. Vous avez vu comment j'étais, je fais un 90 degrés, et je me retrouve la moitié du corps sous le rail de sécurité, et juste sur la dernière la bavette de la première remorque. Je n'ai pas encore pris, je n'ai jamais perdu connaissance. La première chose qui m'arrive, n'aie pas peur. Oh, c'est remarquable. Alors ce n'est pas peur, c'est cellulaire. C'est un reset d'ordinateur. C'est-à-dire que moi j'étais un peu heureux de la vie, pas heureux de la vie, pas au sens. Mais simplement, là, vous avez vos enfants, vous avez les traites, vous avez les impôts, vous avez le truc, vous avez votre femme qui vous dit il faut planter ceci, vous avez tous les trucs de la vie quotidienne. Et à partir de là, ça vous met un poids de se demander comment les enfants vont grandir. Vous voyez un petit peu le style de ce genre de choses. Eh bien là, c'est fini. Devant le camion, c'est terminé. Je suis là, ma femme est ailleurs, je sais que je vais mourir, je vais continuer ma conférence telle que je suis ici. Et ça, je ne change pas d'attitude depuis mon expérience. On m'a dit que j'avais accepté ma mort. Vous avez eu la réponse. À partir de là, n'aie pas peur que j'aurai un troisième enfant.
naturel. Vous avez passé un 38 tonnes, c'est la première chose que vous passez. D'habitude, on vous passe sur le corps, mais là, non, c'est quand même autre chose. Et puis, que je voulais partir en tant que médecin de marine à Abidjan, et j'ai eu le sentiment qu'il ne fallait pas que j'y aille, c'est même plus qu'un sentiment. Mon médecin général a essayé de m'y réaffecter, et en fait, 3 ou 4 ans après, il y a eu des problèmes d'émeute à Abidjan, donc voilà, je suis en préconition. Et que je remarchais à Lourdes. Alors Lourdes, ça n'a rien à voir, parce que depuis l'âge de 6 mois, je vais à Lourdes un peu dans les étés, pas simplement pour prier, mais la campagne. Et en fait, ça me donnait le temps, puisque c'est 8 mois après que je lâche ma canne pour marcher. Donc mes muscles ont repris un peu de la force, parce qu'il faut se battre, non pas sur l'esprit au départ, mais sur le corps. Donc voilà un petit peu les éléments de précognition qui sont assez étonnants, d'autant plus que je n'ai pas pris de drogue, que je suis dans un état d'hypervigilance, et que je vais même dans les suites qui vont continuer, c'est moi qui fais mon évacuation, les pompiers voulaient me sortir, oui, fais attention, c'est pas grave, une précognition, puis effectivement, le SAMU est arrivé. Alors le SAMU, je demandais la prise de sang, je fais vite parce que ça donnait des choses qui sont amusantes 2 ans après, et la prise de sang, quand je suis dans le SAMU, on me dit, voyez, il est obnubilé. Alors j'attrape l'infirmière qui passait au passage pour me faire, et je lui dis, madame, si je suis obnubilé, mon anesthésiste, c'était l'homme, le numéro de téléphone, je mettais à l'époque, par l'intermédiaire de la marine, l'hélicoptère de soutien en mer qui était à Rochefort, donc si c'était grave, c'était ou Bordeaux ou ailleurs, donc voilà. Et puis en fait, la prise de sang a été faite, et tout l'accident qui s'est passé, il y a 8 voitures, 3 poids lourds, et donc en fait, moi je ne le sais pas, et tout l'accident tombera parce que c'est quelqu'un qui avait brûlé un champ sur cette roue-là, un soir donc de septembre, et qu'on appelle l'écobuage, et il sera entièrement condamné pour avoir... J'ai failli mourir donc pour un champ de OGM maïs. Bon, c'est quand même beau, mais c'est bien, j'ai résisté. Tu passes de dossier. Donc voilà, je rappelle un petit peu quelques éléments que l'on a mis dans le listing. C'est bien. Donc mise en mouvement, sensation de flottement, accélération, sensation de musique, réintégration et donc précognition. Précognition, donc sans drogue. Photo suivante. Deuxième expérience. Alors jusque-là, vous rentrez aux urgences, passons un peu les détails. C'est assez amusant d'ailleurs. Pour un médecin, voir l'autre côté du système, c'est quand même pas mal. Ça va depuis le brancard qui a des petits trous qui sont comme ça, sur un carrelage qui est des tout petits trucs. Alors chaque pied fait gling, 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 gling. Vous voyez un petit peu, c'est très sympathique, on peut faire un bon film. Et là, donc, je peux dire que je suis sous drogue, puisqu'effectivement, il y a des calmants. On m'a opéré et ma passagère donc, va venir. Et là, au bout de mon lit, je vais avoir ma grand-mère. Je vais avoir... Alors, oui, passe photo suivante. Donc, ma grand-mère, Louise, excusez-moi, de temps en temps, j'ai une émotion qui me... Micheline et le père Populeshko. Alors, ma grand-mère, c'est pas elle du tout que j'attendais. Ça se passe sur un mode de méta-analyse, de méta-échange. Il n'y a pas d'échange verbal. Vous savez très bien que la personne, c'est elle. Il y a un échange naturel. Or, si j'avais fait une construction intellectuelle, j'avais perdu un petit frère et une petite sœur à l'âge de 6 mois en 59. Ma mère a fait donc, après un accident, un problème, et ses petits, à l'époque, faisaient 550 grammes et n'ont pas survécu à l'époque. Et j'aurais pensé, donc, mon petit frère et ma petite sœur, Geneviève et Jacques, auraient été là, m'accueillir dans le tunnel. Donc, construction purement fantasmatique du cerveau. Pas du tout, pas du tout. Les lobes, là, il y avait un truc qui ne marchait plus. Donc, elle était là, et ma grand-mère, en fait, j'ai compris, d'abord, elle n'avait pas, dans son apparence, l'âge à laquelle je l'ai connue. Elle avait 30-35 ans. Elle était toujours habillée en noir, puisqu'elle avait perdu son mari en 27, si ma mémoire est bonne. Et donc, c'était une veuve de guerre, et dans cette époque-là, elle était chez mes parents, à la campagne, et ainsi de suite. Mais elle m'a appris quelques petites choses sans le dire. Et c'est là que l'échange a été intéressant, c'est-à-dire avec les plantes, les oiseaux, un certain nombre d'éléments d'échange qui, finalement, sans leur dire, m'ont été transmis. Micheline, que j'ai aidé à mourir, et Micheline, donc, était amie de mes beaux-parents, c'est une kiné. Elle était dans des ennuis pas possibles avec sa mère, qui n'arrêtait pas, de chaque fois qu'elle sortait un peu du puits, sa mère l'a rappelé, si vous voulez. Et là, au tripode à Bordeaux, je fais une évacuation, et j'ai jamais vu autant de tubes sur un corps qui était pratiquement à partir. Et là, je me suis un peu révolté, j'ai 36 ans, et je dis, Micheline, il faut que tu partes, ça ne sert plus à rien. Plus à rien. Tu t'en
quand il n'y aura pas... voilà. Et je l'ai au bout de mon lit, et si je marche aussi bien, puisque j'ai quand même des petites séquelles, un peu douloureuses aujourd'hui, et donc elle va me poursuivre d'assiduité kinésique, thérapie, parce que chaque fois que je voulais m'arrêter de faire des choses, eh bien, elle était présente, et notamment à l'époque, sachez qu'on ne faisait pas bouger un genou qui était broyé. Or, j'ai commencé la kiné, maintenant on fait bouger tout de suite le genou, ainsi de suite, et donc en fait je marche très très bien, puisque après cet accident, l'accident a lieu le 28 septembre, je reprends le travail le 1er janvier, le 2 janvier. C'est quand même pas si mal que ça. Et je me suis appliqué ce qui a été dit, la pensée peut être quelque chose qui est actif sur la guérison. Et je me suis appliqué ce que les Russes s'appliquaient. Ils ont fait des études sur les plâtres, les gens plâtrés, cassés, et ont demandé, pour pas que le muscle fonde, parce qu'un muscle fond en quelques jours. Hein. Vous savez, on est plus voisin de la méduse que de la chair fraîche. Et donc, je me suis appliqué la volonté de penser à la guérison, et j'ai gagné 2 mois de consolidation du fémur. Quand on regardait les radios, les gens me disaient, c'était quand? Ah bon, quand même, ça, vous faites du nonos. Vous voyez ce qu'on disait à la radio, vous faites du bon nonos. Voilà. Et le père Populeshko, pour parler de lui, je parle le polonais comme une vache espagnole, je ne le connaissais pas seul. La seule photo que je connaissais de lui, c'est quand il est présenté dans Match après avoir été torturé par la Stasi, et donc il a été tué, donc, et on l'expose. Hein, son corps, si vous trouvez Match de l'époque. Donc voilà. Et Populeshko, c'est un acte, mais un amour. Je ne dis pas celui que j'ai connu juste après, mais il émane de cet homme une irradiation extraordinaire de bonté. Hein. Et à partir de là, il va me poursuivre pendant 10 ans. À vous dire, c'est dans la tête. Pas du tout. Mon épouse serait là, elle vous dirait qu'il nous a poursuivi 10 ans. Jusqu'à ce que j'ai témoigné en polonais pour sa béatification. Alors, toutes les constructions intellectuelles sont bien belles, mais il était là. Je vais en Belgique, j'y vais qu'une fois tous les 40 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Un rassemblement de Polonais pour Populeshko. Je vais à La Rochelle, ma femme regarde, ah tiens, il y a un livre sur Populeshko. Je vais à l'hôpital militaire, je voulais parler un peu de Populeshko, je ne connaissais pas. Le prêtre était polonais, il part en colère. Et à ce moment-là, il me dit « Ah, cette femme !» J'étais obligé de calmer le prêtre en lui disant « Vous savez, les voies du Seigneur sont impénétrables. » Voilà. Donc c'est intéressant de voir que quand les choses externes se manifestent, eh bien, il y a réellement des éléments précis. Photo suivante. Le tunnel, je ne l'ai pas connu. Le tunnel est très très court, puisque juste après cet épisode, je me retrouve face à la lumière. Alors la lumière, c'est... quelque chose qui est totalement indescriptible. Vous pouvez mettre tous les inimaginables, inanérables, ineffables, vous pouvez mettre, j'en ai une quarantaine de mots, on n'arrive pas, c'est comme si vous avez la baie vitrée qui est ici, que vous avez le soleil qui est juste derrière, et que vous voulez la nettoyer. Or, tous ceux qui ont nettoyé des baies vitrées avec, en voulant, il y a toujours des petites crottes de mouches. Eh bien, ce n'étaient pas les gros actes qui étaient... D'abord, c'était moi qui me jugeais par rapport à la lumière et non la lumière qui me jugeait. Ça changeait la donne. Je suis beaucoup plus libre par rapport. Et c'était les actes faits sans amour, volontaires, qui étaient jugés. C'est-à-dire la petite crotte de mouche, là, c'était regarde, celle-là, là, hop. Donc on peut faire des actes dans la vie, effectivement, on peut faire du mal malgré soi. Vous connaissez Milton dans les actes, mais en fait, on s'aperçoit que cette lumière, elle ne brûle pas, on peut la regarder pire que le soleil, c'est 100 000 fois le soleil, mais vous n'avez absolument pas de brûlure. Et c'est de l'amour pur. Alors le mot amour, je ne l'utilise même plus avec mon épouse, parce qu'amour, c'est galvaudé, vous l'avez partout. Hein, vous avez le Kama Sutra, vous avez toutes les chansons, vous avez tout ce que vous voulez, donc c'est pas du tout. C'est pas cet amour-là. Ça, c'est un amour inconditionnel pour lequel vous savez qu'il faut que vous alliez vers ça. Et en même temps, c'est aimant. C'est aimant et aimant aux deux sens du terme. Je le traverse, je ne peux pas vous dire comment je traverse cette lumière, je ne raconterai pas les mondes qui sont après, et je me retrouve, photo suivante, le but n'était pas tellement de parler de ça, alors vas-y, reviens, et donc je me retrouve sur un tertre qui domine de 5 à 6 mètres, reviens peut-être en arrière, si... ouais, non, c'est pour la fin, parce que c'est à côté des psychiatres, ça. Juste, bon, s'il ne veut pas, il ne veut pas. Et donc, je suis sur un tertre qui a une hauteur de 5 mètres, et on me montre toute une foule. Alors derrière moi, j'ai quelqu'un qui mesure
je n'ai compris qu'il y a 3-4 ans, la grandeur du personnage qui était derrière moi. On sent une force, une puissance, si vous voulez. Il n'a jamais voulu se faire connaître depuis l'accident. Il est toujours présent. Tous les petits amusements, là, vous savez, le branchement, là, ça en fait partie. Hein. J'ai un guide très, très, très facétieux. Là. Bah, pour ça, il a réussi à faire les branchements. Et donc, à partir de là, on me montre une foule. Depuis là, je dirais presque de raison, parce que je revois une petite lumière vient éclairer sur chaque personne, une petite lumière, hein, et je revois une petite fille qui était morte d'une leucémie en 59 ou 60. À l'époque, on sauvait très peu, 8 ans, et elle avait été enterrée avec un cercueil blanc. Et ça m'avait marqué. Puis en fait, après, chaque personne était les personnes que j'avais rencontrées, comme on vous rencontre ici. Et puis, quelqu'un va dire une chose, ça résonne en vous, et puis ça vous aide à grandir. Donc ça, c'est très bien, jusqu'au moment de l'accident. Donc c'est une construction, vous pouvez dire oui, non, je ne veux pas entendre monsieur, je ne veux pas entendre madame, oui, au contraire, ça m'apporte quelque chose. Une certaine leçon de vie que vous acceptez, qui vous forme. Mais par contre, je suis sur le tertre, et il y a le petit chemin de vie qui se monte là-bas. Oh, c'est pas la montagne à vache, pas tout à fait, c'est pas l'Himalaya, et ça monte gentiment. Et là, il y a quelqu'un donc qui me domine, je dis domine de 2 mètres à peu près derrière, parce que c'est ce que je ressens. Et à ce moment-là, je demande, et là-bas, mon ego est au travail, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Quelle est ma vie future? Vous voyez, c'est beau de me montrer là, non, moi je veux connaître là-bas. Et puis en fait, c'est, tu n'es pas passé sous un solex. Ah. Alors c'est assez péremptoire, parce que ça veut dire, regarde, hein, tu peux tomber tout le monde est tombé d'un vélo. Ah, mais regarde sous quoi t'es passé, hein, sois calme, regarde, hein, t'es bien. Deuxième fois dans la tête, l'ego revient. Je l'appelle l'ego freudien. Je ne parle pas là d'un autre ego, ce que j'appelle le ventre de Batracien. Et donc cet ego revient, et là-bas, et là, tu n'as pas à connaître. Ah, là c'est plus pareil. Là c'est plus pareil parce que la voix est péremptoire, mais alors d'une façon massive. Et je veux reposer une 3e question. Mais on sent que c'est le pampan-cucu, vous savez, que le petit gosse, ça fait qui vous énerve un petit peu, vous avez essayé de lui faire comprendre que c'est beau, et je la pose pas et je le retrouve dans mon lit. Bon. Voilà donc l'expérience en elle-même. Mais si vous m'avez écouté, il y a quelque chose que vous devrez soulever, c'est la passagère qui était devant le camion. La cerise sur le gâteau arrive. Vas-y. Non, là tu parles. On repart dans l'autre sens. Donc jusque-là, bon, c'était simplement, vous voulez en parler, on vous prend pour un fou. Alors le problème, c'est que quand vous avez vécu une NDE, c'est même pas la peine de discuter, vous savez dans les yeux de la personne s'il est réceptif ou s'il n'est pas. Donc il n'y a pas besoin de discuter pour ceux qui ont fait des NDE. Ah mais vous l'avez jamais dit à votre docteur? Bah oui, vous êtes tellement peu réceptif qu'on ne va pas continuer à vous le dire. Elle ne veut pas, voilà. Alors, c'est tourné en dérision. Une fois que vous l'avez raconté 3 fois, on vous dit, ça y est, il délire. Donnez-lui, docteur, quelque chose. On le prend pour un fou, plus ou moins, mais bon, je n'ai pas fini en psychiatrie. Alors, c'est lorsque le sujet va découvrir qu'il n'est pas le seul, qu'il va commencer à se lancer dans des lectures et dans des rencontres, et il n'est plus effrayé par la mort. Ça, c'est une des parties de l'évolution, selon ce qui a été dit tout à fait par Raymond Moody. Et donc, jusque-là, on était à peu près bien. Mes endomorphines, qu'est-ce que c'était bien? J'ai rien senti, je n'ai jamais pris de traitement, tout est beau, tout est bien, à part celui qu'on m'a donné à l'hôpital. Et puis, je vais rester 40 jours. Je dirais simplement que, sous le camion, sans savoir ce que j'avais, mon amputation était acceptée. Donc, vous voyez déjà le niveau de résonance en moi, et c'était accepté. On va me découper en petits morceaux pendant quelques temps parce qu'il faut que les chairs se remettent. Hein. Vous savez, la nature, elle est quand même de chair. L'esprit va vite, mais la chair est plus faible. Mais ma passagère vient à l'hôpital et elle s'enferme dans ma chambre, s'assoit sur le lit. Ma femme n'est pas très loin, jalousie féroce dans le regard de ma femme, et elle a été musique. Ah, donc on est à 50 cm, 1 mètre. On vit la même chose, et là, la théorie des endomorphines édictée par mon professeur Jean-Didier Vincent du Collège de France part en miettes et en morceaux.
Alors jusque-là, il faut que je me remette, il va falloir du temps physiquement, que les plaies se ferment, bon, ainsi de suite. Mais je demande à mon père, qui vient me voir au lit, le bardo Todol. Alors, je suis un chrétien pratiquant, judéo-chrétien, d'accord. Mais mon père me regarde d'un drôle d'air, il a quand même pris un pet au casque, hein, parce que... Alors il me ramène le bardo Todol, annoté par Jung. Adorable. En fait, je ne le sors jamais, je le prête jamais, parce qu'il est entièrement souligné au moment où j'ai mon accident. Parce que je me suis dit, mon petit, on va te dire que tu as rêvé. Or, en fait, toute la partie première de l'évolution dans le bardo Todol, eh ben, c'est l'évolution des bruits, du signal, des sons et ainsi de suite, hein, que l'on va, au moment de la mort, aider le tibétain, surtout pour ne pas se réincarner. Après, il y a d'autres stades. Voilà, photo suivante. On est dans les temps. Quelque chose à dire? Ah, rien. Alors, non, mais c'est parfait. Je peux. Oui. Noter, je peux. Bon. Alors, cette passagère. Mais là, alors la passagère, elle a rien eu. Elle était en rose bonbon, en tenue rose bonbon. Elle va perdre simplement une chaussure qu'on va retrouver le lendemain sur les lieux de l'accident. Et elle n'aura même pas à faire nettoyer sa tenue, hein, quand même. Alors que les rails de sécurité, je vous assurais que c'est vraiment très très sale. Et par contre, elle va être quand même très traumatisée parce que pour repasser sur cette route, elle fera 30 km pour aller à La Rochelle. On en a pu discuter un petit peu, puis après je l'ai perdu de vue. Hein, mais en fait, c'était le même phénomène dans un même instant. Et ça m'a amené à rencontrer 3 fois Raymond Moody. La première fois au congrès de Martigues. Raymond Moody, je parle, j'ai dit le polonais comme l'espagnol, un peu mieux l'anglais, mais enfin discuter avec Raymond Moody sur un sujet aussi fin, c'était un peu difficile. Et je lui ai dit que j'avais vécu à lui. Il dit, docteur, continuez. Donc le congrès de Martigues, c'est 2013, hein, c'est ça, 2013. Je vais re-rencontrer Raymond Moody au congrès. Attends, il y avait Martigues à Marseille. Donc Martigues était avant, voilà, avec Sonia Barcala. Les deux. Et donc, au congrès donc, de Marseille, il est là, où je vais rencontrer aussi Ebern Alexander. Et donc, en parlant avec lui, il me dit, mais docteur, oui, les cas à 2 personnes existent. Continuez. Bon, je continue. Et puis, finalement, la dernière fois où il est venu ici à Saint-Malo, j'ai pu rester avec la traductrice pendant une demi-heure. Et donc, en fait, il m'a dit, ces phénomènes existent. Alors effectivement, il y a le docteur Postel, les gens qui au moment de la mort se retrouvent dans le tunnel posent effectivement la question sur la conscience, puisque avant nous délirions, avant on étudiait que les gens qui étaient dans le coma, or je n'ai jamais été dans le coma, un sans drogue, un avec drogue, je veux bien comprendre, mais il y a quand même quelque chose dans la drogue qui m'a interpellé. J'avais été endormi à la kétamine. Alors la kétamine, c'est cette... attendez que je vous trouve... je ne trouverai pas. Il y a endomorphine. Cette lamentable substance. Il y a aussi endomorphine. Oui, les endomorphines. Alors les endomorphines, ce que c'est? Les endomorphines, ce sont des sécrétions dues au cerveau qui sont là pour éliminer un certain nombre de phénomènes sur le schéma de la douleur de la personne. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai, ça. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a une culture de la douleur qui existe. Les Amérindiens savent très très bien. Les Indiens d'Amérique, les Mohicans, notamment quand un Mohican était pris par la tribu adverse, c'était très sympathique. C'était les femmes, on avait attaché au poteau de torture, puis on le coupait en petites lanières, on enlevait la peau. Et donc c'était très sympa. Et après, on mettait du sel. Mais la personne ne devait pas crier pour aller chez le grand Sachem. Et bien, je peux vous assurer qu'en médecine, il a fallu, quand on m'a fait les greffes, que je vois le chirurgien pour lui dire pourquoi vous mettez du sel comme chez les Mohicans là. C'était du tube bétadiné sur des peaux où vous avez que des cellules qui reçoivent. Je peux vous assurer que ça c'est remarquable. La fracture du fémur à côté, c'est de la rigolade. Et cette passagère, donc il y avait une association musicale. Association musicale, voilà. Précisément. Cette musique est en même temps une vibration. Elle était musicienne. Moi, je n'étais musicien que parce que j'ai des enregistrements. J'étais avec un technicien. Et cette musique, c'est au moment où elle est revenue vous voir à l'hôpital? Non, elle me décrit qu'on était en même temps devant le camion, moi, puisqu'elle était arrivée en me disant « Bernard, tu m'as sauvé ». Alors déjà, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Et puis, je ne voulais surtout pas un grand titre.
le médecin-chef a sauvé sa passagère. Je ne voulais absolument pas ce genre de choses. Alors là, vous allez prendre les journalistes et vous allez voir qu'on vous fait un fromage à partir de rien du tout. Hein. Et donc sur ce côté, la musique, nous avons vécu ce phénomène en même temps. Donc pas d'endormorphine à mettre dans la théorie, ni de drogue particulière voilà. Pour ce genre de témoignage. Exactement. Voilà, exactement. Alors la musique est devenue, il y a des retombées de la musique, on s'écarte un peu peut-être par rapport à ça. Alors là, la musique, je vais en vivre quand même des choses remarquables. 3 mesures de l'hiver de Vivaldi m'ont permis de tenir 24 heures sans sommeil. Pendant 2 années, mon médecin adjoint faisait les pilules pour que les pilotes restent éveillés à peu près 35 heures au combat. Et moi, il ne savait pas que je n'avais pas dormi et que je reprenais mon travail le matin uniquement en ayant écouté 3 mesures de l'hiver de Vivaldi. Alors je ne sais pas, quelqu'un avait parlé de musique, et je suis tout à fait d'accord que la musique a une puissance énergétique. J'ai essayé d'approcher les très basses fréquences, c'est ultra sensible au niveau des sous-marins, donc dès que vous essayez d'avoir des éléments de travaux sur les très basses fréquences, vous ne les aurez pas. Et même les fréquences, quand on parle maintenant sur la 6G aussi, c'est vraiment, il n'y a pas d'études, il y a des études, mais je veux dire, on ne veut pas trop en parler. Alors oui, j'ai vécu une ivresse mentale, qui était donc éprouvante, une IME, qui est aussi l'inverse de l'EMI, ivresse mentale éprouvante. Tu peux passer. Alors, on va se retrouver à reconnaître ou nier, parce que moi aussi je suis cartésien. Oui, vas-y, passe sur l'autre chapitre. Donc, en fait, vous êtes cartésien et vous dites, bon, j'ai vécu un truc, c'est très bien, c'est remarquable, mais personne n'expliquait. J'étais entouré que de psychiatres militaires, donc quelques-uns avaient des étoiles. Ah non, j'étais un mystique, j'avais un déliré, c'était une hallucination. Alors j'étais obligé quand même à quelques-uns qui faisaient des sélections militaires de leur répondre, écoutez, hein, si c'est ça déliré, j'y retourne tout de suite. Ça s'est vite calmé, on n'a jamais continué. Avoir passé 20 ans avec des milieux psychiatriques, sans pouvoir en parler, alors vous imaginez, quand vous avez un NDiste qui veut en parler autour de lui, à son médecin, à son infirmier, eh bien on est loin du sujet et ça n'a pas tout à fait changé. J'ai eu un coup de téléphone d'un de mes amis à Brignogan, qui vient de perdre sa femme, il a rencontré une autre dame en allant au marché, qu'il connaissait depuis 40 ans. Cette dame lui a dit, elle est institutrice, lui a dit il y a 3 jours, eh bien j'ai vécu ça il y a 40 ans, je n'ai jamais pu en parler. Quand vous en êtes là, c'est qu'il y a quand même un gros problème d'écoute. Et je pense que ce n'est pas un problème d'écoute, c'est un problème de réglage sur le canal, sur la fréquence. Parce que quand on s'est réglé sur la fréquence, eh bien je regrette, on finit par apprendre à écouter. Donc il y a la vue, il y a l'ouïe, nous sommes tout à fait d'accord sur le sujet. Oui, on a parlé. Bon, j'ai dit que ma conférence avait été à peu près entamée par tout le monde. C'est pas grave, continuez, c'est très bien. Ça a été commenté. Photo suivante. Attention la chute. Voilà. Alors cette EMI, effectivement, m'a mis en émoi, parce qu'il n'y a pas de raison. Alors il faut savoir que ces choses qui arrivent comme ça, c'est au matin, ou au petit matin, ou dans la nuit, si je suis capable de me lever. Et j'ai mon guide qui sort des choses comme ça, par moments, assez intéressantes. Photo suivante. Alors la médecine, voilà, vas-y, tu peux montrer. C'est à peu près ça, le plus beau cas. Vous êtes chez le médecin, ouf. Hein, allez-y, j'ai mis ça pour voilà. Alors, sujet, je l'ai dit, veut raconter son histoire, on le prend pour un fou. Il commence à lire pour essayer de comprendre et il n'est plus effrayé par la mort parce que c'est quand même quelque chose qui est un élément qui est. Voilà, tu vas changer. Oui, non, ça c'était pour pas s'endormir pendant la conférence. Donc on continue. Ce guide, c'est celui qui a 2 mètres. Alors, le guide. 2 mètres de haut. Alors, il fait 2 mètres de haut. En fait, c'est sa force. C'est sa force qui est là. Et moi, la première chose, quand il m'a dit « tu n'as pas à connaître », et effectivement, je n'ai pas à connaître. J'ai compris ça qu'il y a 3 ou 4 ans pour vous expliquer la chose, parce que je pense que j'avais une nature inquiète. On a tous cette nature, il y a des qui sont comme ça, il y en a d'autres qui sont comme ça. Et devant le camion, j'ai perdu cette nature d'inquiétude. Et je pense que si j'avais, et si je continuais, et je suis entouré de médiums depuis 30 ans, j'aime bien écouter le côté médiumique qui montre quand même quelque chose qui... Les médiums, ils ne sont aucun et le même. Ça peut le garantir.
Il y en a qui jouent du piano, du violon, c'est comme dans un orchestre. Bon, il faut les prendre comme ils sont, hein, avec leur nature. Mais si j'avais continué à vouloir connaître, je pense que je réintégrerais une nature d'inquiétude. Et donc, finalement, je suis resté très serein sur l'affaire. Ça n'empêche pas que j'ai de la souffrance sur les êtres chers, de l'empathie avec les patients, et ainsi de suite. Alors, si on parle de ça, c'est que ce guide, il avait une force. Et j'ai peut-être péché par orgueil dans mon ego quand j'ai voulu poser la troisième, parce que je serais peut-être allé plus loin sans avoir osé défier ce que je n'ai pas fait d'ailleurs. C'était quoi cette troisième question de poser alors? On sent que c'était la même. Et là-bas, c'est-à-dire qu'est-ce qu'est mon avenir, qu'est-ce que je dois recevoir, donc je ne peux pas connaître, donc j'avance comme ça, et je trouve que c'est très très bien d'être tout à fait. Donc confiance. Une confiance. Complète et totale. D'ailleurs, c'est marqué dans ta conférence, j'avance peut-être un peu, mais cela ne sert à rien de courir dans la vie. Alors ça s'est passé à l'hôpital, puisqu'à l'hôpital, mon médecin général va venir me tenir la main à 2h du matin. Je ne connais pas beaucoup de chefs qui, à 2h du matin, viennent voir leurs subordonnés. Mais oui, j'étais médecin, mais j'étais aussi un souffrant. Bon, ils viennent tenir la main, et, ils ne savent pas dire que ça va mal, ça va mal. Et ça va tellement mal qu'ils n'osent pas venir avec la radio me dire que le genou est broyé. J'ai les 2 condyles, ils sont comme ceci. Et je me retourne vers lui. Alors il avait été médecin sur porte-avions, il avait vu des gens découpés. Et je me retourne vers lui et je lui dis, ça ne sert à rien de courir dans la vie. Et je ne cours plus dans la vie puisque j'ai eu un 3e enfant. Cet enfant est arrivé, donc il a maintenant 31 ans. Il s'appelle Pierre-Marie. Il a 4 petits-enfants. Il est en Guyane. On est rentré il y a à peu près une semaine, il y a un mois. Et donc en fait, cette transformation qui a été ressentie, obligée, eh bien, elle est inclue dans le package de ces retombées et de savoir l'intégrer. Alors l'intégration, je repose la question. Tout était écrit, j'en déduisais que si ça ne sert à rien de courir, est-ce que tout est écrit? Non, tout n'est pas écrit parce que c'est moi qui voyais très très bien, c'est moi qui voyais très très bien que je ne courais plus. Vous me voyez marcher, mais j'ai jamais été capable de courir derrière mon enfant de 3 ans, c'est ce que je voulais dire. Donc en fait, je marche comme ça, mais vous ne voyez pas plus ni moins au niveau du ressenti. Sur 34 années, je vais vous dire, je n'ai pris que 2 Doliprane, je n'ai pris qu'une fois un somnifère, et en antidouleur, pratiquement 0. Là, que j'ai repris de l'arthrosine, qui est un médicament pour un problème de douleur, mais dû à l'âge, puisque j'ai atteint quand même 74 ans bientôt. Alors, donc, je pense que ça, c'est les graisseurs qui ne marchent plus. Donc, il faut bien quand même un peu aider. Donc, en fait, c'est pour expliquer aux gens, je ne dors pas, je prends le sommeil. Non, on peut apprendre à gérer son sommeil. On peut apprendre à gérer sa douleur. Et on a parlé tout à l'heure de fin de vie. La fin de vie, j'en ai eu quelques-unes à accompagner. Effectivement, nous médecins, c'est pas notre rôle. À ce moment-là, autant aller au bar et mettre une perfusion de pomerol et les gens se débrouillent. Ou alors, je disais l'autre jour, un photomaton. Vous savez, quand on fait la photo, il y a le pistolet, vous mettez un franc, boum, vous êtes parti, terminé. Parce que quand même, quelqu'un qui demande à mourir, excusez-moi de faire cette discrétion, parce qu'elle a eu lieu tout à l'heure, quelqu'un qui demande à mourir, il faut d'abord donner un antidépresseur. Il faut voir pourquoi il demande, quelle est sa peur, qu'est-ce qu'il y a derrière. La peur, c'est comme un examen, vous allez tous passer un examen. Vous en avez qui font pipi toutes les 3 minutes, vous en avez d'autres qui rigolent en passant l'examen, et puis vous en avez d'autres, ils passent les examens en rigolant, comme si c'était rien. Eh bien, je pense qu'au passage, même moi, quand je vais passer, je suis sûr de ce que je vous dis pour la partie vécue, mais ça n'empêche pas que je suis un humain et que la souffrance, il faut en prendre compte. Alors il y a des souffrances intolérables, mais maintenant on a quand même des paliers médicaux pour justement empêcher les gens de souffrir. Et j'ai accompagné, que ce soit en EHPAD, ayant fait de la médecine générale pendant 20 ans, eh bien en tenant la main d'une personne, en la rassurant au moment de la mort, que vous lui parlez doucement, eh bien je peux vous assurer que vous avez un apaisement qui est remarquable. Le problème qui est suivant, c'est qu'on a peut-être fait la loi Leonetti, mais la loi, c'est une chose, mais l'accompagnement,
à un moment donné, il est 8 heures, il faut partir. Ben oui, il est 8 heures, il faut partir. Oui, mais la personne, elle est en train de mourir. Ben, nous, on n'est pas des personnes avec une clé à molette que l'on laisse sur la table et on revient le lendemain. Et ça, enlever l'humain à la personne, c'est quelque chose de redoutable. Et nous sommes dans une déshumanisation actuelle. Alors effectivement, il faut passer des examens, il faut une échelle de sentiments. Soyons vigilants, ne laissons pas passer toute n'importe quoi comme loi. Voilà, exactement. Parce qu'à ce moment moment-là, c'est du grand n'importe quoi sur l'humain. Docteur Vas-y. Bernard Sanson, nous arrivons à la fin Voilà. de votre Allez-y. conférence, il est déjà 17h. Et est-ce que vous pourriez dire que cette expérience, entre autres de NDE, parce qu'il y a eu clairvoyance, voilà, bon, l'accident, est-ce que cette expérience de NDE vous a fait toucher le divin? Ou est-ce qu'on peut exagérer? M'a fait toucher. Le divin. Ah oui. Je ne parle pas du pomme roll, hein, de divin. Le divin, oui, c'est une rigolade parce que j'avais essayé à Raymond Moody de traduire en anglais, mais c'est intraduisible. Je préférais le vin d'ici à l'au-delà. Alors il avait bien ri, mais je ne sais pas s'il avait. Voilà. Alors, effectivement, l'absolu de Dieu. Donc Dieu, on ne veut pas l'entendre. Alors en fait, effectivement, c'est très bien dit ce qu'était le mot Dieu, hein. Mais moi je parle de cet absolu divin, cet absolu où cette lumière est vérité. Mais vérité, il n'y a pas à douter, elle est en dehors et elle est en vous, elle est dans les deux. Et c'est nous, humains, chacun qui va sentir cet amour pour devenir vers cette conduite qui doit mener avec nos travers, avec nos humanités. On n'est pas des dieux sur Terre. La réentrée de corps, moi je l'ai connue aussi, mais je suis rentré dans une enveloppe trop étroite. Et puis je peux vous assurer que j'ai vu 3 patients un jour qu'on m'a envoyé après qu'ils étaient laissés au tripode à Bordeaux, ainsi de suite. Et bien c'était des gens qui n'étaient pas rentrés dans leur corps. Ils n'étaient pas rentrés dans leur enveloppe totalement. Et ça donnait des pathologies. Alors on peut voir le psychiatre pendant 40 ans. Mais il faut savoir que quand j'étais enquêteur de Jans France pendant pratiquement 5 ou 6 ans, avec le père Brune, voilà, Evelyne Sarah Mercier et tout ça, mais la rencontre de l'NDE, au départ, je pensais 1h30. Et c'était pas 1h30, j'y restais 7 heures. Et là, à un moment donné, j'avais ce que certains cherchaient en psychothérapie pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et alors là, les gens se mettaient en marche. Parce que le but, c'est que la personne démarre, comprenne qu'il y a quelque chose qui est pour elle, et que pour elle. C'est pas pour la médecine. Je peux vous donner la pilule, je veux bien, de dormir, de s'endormir, de passer à côté. Non, c'est pas ça. C'est qu'elle trouve un sens dans l'expérience qu'elle a vécue, et de trouver un élément. Et toutes les philosophies, on a cité pas mal, font état de ce genre d'événement. En partie réintégrés dans leur corps. Oui, oui. Ça se voit comment, ça? Alors là, il faut demander aux gens qui sont médiums, alors médiums qui agissent ou énergéticiens. Il y a des gens qui vont jouer sur les énergies ou autres. Et donc en fait, on parle de l'aura. Moi, je ne connais pas l'aura. Mais enfin, à partir du moment où il y a une enveloppe et qu'on s'aperçoit que la personne n'a pas réintégré, eh bien, on a des pathologies qui vont... moi, je me souviens, cette dame, c'est la deuxième rencontre que j'étais obligé de dire, mais pourquoi vous ne voulez pas rentrer dans votre corps? Depuis l'âge de 8 ans, elle était un peu évanescente, tout ce que l'on veut. Mais en fait, elle était peintre, c'était joli, tout ça était bien. Et elle se complaisait un peu là-dedans. Et en psychiatrie, il y a des gens qui se complaisent dans leur maladie. Attention, ce que je dis est grave, j'ai fait quand même 14 ou 15 ans dans une clinique psychiatrique en tant que, pas psychiatre, mais médecin. Mais je peux vous dire qu'il y a des malades là qui n'ont absolument pas besoin d'être là. Et ça, je le dis. Heureusement, j'avais un psychiatre, de temps en temps, il me glissait les cas pour que j'aille un peu... Ça veut dire quoi exactement? Les titiller. C'est-à-dire que cette jeune fille, là, un petit peu évanescente... C'était une femme, elle était... Oui, elle avait eu une NDE? Elle avait eu une sortie de corps. Elle faisait des sorties de corps depuis toute petite. Mais elle ne rentrait pas. Et alors, elle avait des maladies de la thyroïde, des maladies des surrénales. Et puis finalement, on disait, on ne trouvait jamais rien, on disait, c'est psychiatrique. Elle était plus en phase. Elle est pas voilà. On termine la conférence, docteur. On a un peu dévié par rapport à ce que... Effectivement. Mais je note que vous avez marqué, grâce à votre expérience, voilà, c'est un témoignage que vous nous soumettez, que la réalité est bien plus que le réel. Et c'est là où on s'en aperçoit depuis ce matin, c'est qu'on est dans un monde un peu étriqué, nous, humains,
et que la vérité avec un grand V ou la réalité avec un grand R, c'est multiplié par un potentiel C'est incroyable. un exponentiel parce que la connaissance est totale. Je suis revenu en ayant quand même compris pourquoi j'étais venu et j'avais choisi ma vie. Là, je ne parlerai pas de réincarnation ni rien. Mais si j'ai choisi de venir, c'est-à-dire que les obstacles, je les ai à faire. Mais il y a quand même un petit bémol quand je parle de ces obstacles, parce que peut-être qu'en choisissant, en s'incarnant, comme les Tibétains, on n'a peut-être pas toute la réalité de la difficulté qu'on va avoir à passer. Ce qui peut expliquer certaines formes de suicide brutal, de passage à l'acte, indépendamment d'éléments. Et dans le suicide pur, il y a une gradation, si vous voulez. Est-ce que le suicidé, comment il est? Eh bien oui, il y en a qui vont, comme tu l'as dit tout à l'heure, ou je ne sais pas, qui parlaient de l'athéisme. Je ne supporte pas un athée. A privatif théos, sans Dieu. Très bien. Je préfère de loin l'agnostique. Parce que l'agnostique, un athée, il a la tête en ce moment sur une Terre qui est à 11 km/s dans l'univers, qui peut percuter on ne sait pas quoi là, dans quelques secondes, et puis il ne se pose pas de questions. Non, c'est une religion comme une autre, l'athéisme. Oui, c'est une religion comme une autre. Mais enfin, quand à un moment donné, elle devient celle qu'on impose, ça devient dangereux. Alors la spiritualité, vouloir parler de l'esprit, oui, mais l'esprit qui est saint, parce que dans cette expérience, je n'avais aucune drogue ni coma, dans cet esprit saint qui était le mien à ce moment-là, mais je peux dire que cette expérience avait un niveau et une dimension qui était bien au-delà de tout ce que l'on peut penser, voir. Et j'avais rencontré Bernard Alexander, à Bernard Alexander, il est critiqué lourdement, mais ce que je peux dire pour avoir discuté avec lui, c'est qu'il a réellement vécu une expérience, parce que son expérience, il n'a jamais pu inventer l'histoire de la musique et en même temps de la lumière. Et ça, chez les NDistes, c'est quelque chose qu'on ne parle qu'entre nous. Les NDistes, je suis un partisan des petits cafés NDE, c'est-à-dire qu'à 3, 4, nous nous rencontrons, pas pour parler des sorties de corps et ça. La NDE est particulière, c'est un élément particulier dans un ensemble de grandes choses. Or, on a beaucoup de sorties de corps, des sorties de corps et de rentrées de corps, mais il y a à ce moment-là des mondes, des gens qui peuvent aller, ainsi de suite. Mais l'expérience de cette lumière, on les trouve chez les grands mystiques, qui ont aussi la nuit des mystiques, parce qu'on parle des NDE infernales, oui, mais le problème, c'est pas la NDE, c'est de savoir comment on la transforme. C'est comme au rugby, c'est lorsque l'essai est passé que le match est gagné. Merci. Eh bien, la conférence est réussie. Bravo, docteur Bernard Casson. D'autant plus bravo parce que voilà, tout le monde n'a pas vécu une MDE, que je ne souhaite pas vraiment, vous êtes en pleine santé, mais grâce à ce témoignage, eh bien, on est aussi informé de l'au-delà et donc on n'a pas peur de la mort, nous non plus, grâce à tout ce qui s'est dit depuis ce matin et qui continuera demain. Des questions à poser à Bernard Sanson, oui, d'une façon courte, parce qu'on va faire une table ronde après, donc on reprendra les questions dans la boîte à idées, etc. Madame, vous levez le doigt. Jacques. Merci pour votre conférence. Juste une petite précision. Donc, est-ce que vous assimileriez la nuit des mystiques à la NDE négative? J'ai pas bien compris votre conclusion. Alors, j'ai relu La Nuit des mystiques, si vous voulez, un petit peu, parce que plus vous vous êtes approché de cette lumière, plus il y a un élément qui écartèle. Ça ressemble un peu à ce que tu as dit tout à l'heure, que la lumière onde ceci. Alors, est-ce que c'est de cette même nature? Mais le problème, c'est qu'effectivement, certains vont vivre dans différentes cultures, mais cette obscurité, et je pense que la grande souffrance, c'est pas une grande souffrance, pour moi, c'est pas une souffrance, cette manque de lumière, c'est être amoureux de cet amour. Le NDI, est amoureux de cet amour. Donc, en fait, ça change la donne. C'est pas l'amour qui vient vers vous, c'est vous qui devenez amoureux de cette lumière. Et donc ça transforme un petit peu, si je peux expliquer. Alors il y a des gens qui vont dire, oui, j'ai vécu ça d'une façon négative. Très bien, mais le principal, c'est de savoir comment ils vont évoluer, dans les aider. Que ça existe. L'autre jour, il y a quelqu'un qui... Je vis que des choses noires, et c'est un NDiste qui écrit des livres. Je dis, tu veux peut-être pas en parler, mais il faut que tu arrives à parler de ça. Puis je dis, va voir ceux qui écrivent sur la nuit des mystiques et ainsi de suite, parce qu'il y a quand même des gens qui ont parlé de ça bien avant nous. Je veux dire, nous on redécouvre, mais bon, je veux dire, voilà.
J'ai répondu un petit peu à votre question. Ça n'empêche pas que j'ai des moments de noirceur aussi. Hein. Alors, d'autres questions ou nous installons quelques chaises? On installe quelques Moi, chaises. j'ai posé une question, combien de gens ont vêtu une NDE dans la salle? Voilà, on en a quelques-uns donc, qui sont là, effectivement. Voilà. Alors, je pose une question juste derrière. Est-ce que ce qui a été dit depuis ce matin correspond à ce que vous avez vécu? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Christine Pou. Et sinon, tout le monde d'accord ou... Oui. Et parmi les expérienceurs, j'en vois deux qui m'ont fait non là. Parmi les expérienceurs, entre guillemets, est-ce que ça a été systématiquement ces 7 parties, le tunnel, la lune, non plus? Dans le fond, si vous avez un petit témoignage de votre côté, c'est le moment pendant qu'on met des chaises sur le podium. Parce que ce que vous avez vécu est aussi intéressant que le reste. Madame? Alors non, parce qu'en ce qui me concerne, j'ai fait, j'en ai déjà parlé avec le docteur Sanson, j'ai fait ce qu'on appelle une NDE négative. À savoir que je vivais des traumatismes tellement forts sur le plan personnel que j'ai décidé de mettre fin à mes jours. Donc je venais d'être maman d'un petit garçon, mais au demeurant, voilà, je venais de vivre 2 grosses affaires de viol, dont une qui m'a laissée avec énormément de séquelles physique, et c'était devenu insupportable. Donc j'ai mis mon petit garçon au monde et j'ai décidé de mettre un terme à ma vie. Et j'ai ce sentiment de glissade, mais pas vers la lumière. Donc moi je suis vraiment tombée dans les abîmes, les méandres, de ce on n'en entend pas souvent parler. C'est-à-dire que autant il y a des plans supérieurs, autant il y a des plans inférieurs. Et certains appellent ça le bas astral. C'est vraiment des âmes en errance. Donc moi j'ai eu une période de coma, et sur cette période de coma, j'ai erré là, je ne pourrais pas définir combien de temps. On me disait que j'étais physiquement présente, mais je répondais plus sur le médical. Alors, on est venu me chercher, vraiment. On est venu me chercher et on m'a surtout montré justement mes enfants. Alors, j'ai vraiment des forces lumineuses. J'ai pas de nom à donner parce que c'est une vibration très forte, très puissante et très belle. Mais il a vraiment fallu que je sombre et je suis. Ce qui m'a donné la force de monter, ça a été mes enfants. Oui, beaucoup sont retenus à certaines limites. Bon, dire ça, c'est tout à fait normal. Par contre, je demande aux gens, qu'on fait des NDE, qui regardent non pas le tunnel de Jérôme Bosch, mais juste ce qui est un peu avant de Jérôme Bosch. Dans les 4 triptyques, qui ne sont pas très très grands. Et petit amusement, c'est que le tableau de Jérôme Bosch a été peint pour un sponsor sans son. Il nous manque dans la forme, par exemple, puisqu'on parle du suicide, il nous manque les éléments qui amènent et conduisent la personne à aller vers cet état final où il ne trouve que ce moyen. Mais par contre, à partir du moment où on passe un peu de l'autre côté, que ça commence à se clarifier, pourquoi ceci, pourquoi ceci, pourquoi cela, s'éclaire quand même lentement. Je pense que pour toi, tu as eu quand même quelques éléments après. On n'a pas parlé des dons, je ne vais pas parler des dons, parce qu'en fait, il y a un grand problème qui se pose quand les gens reviennent des NDE. Ils vont changer forcément d'attitude, mais ils vont arriver avec des notions, soit de musique, soit de peinture, soit dans les arts. Et notamment, certains, ils vont avoir cette volonté de soigner. Ils vont trouver que magnétisme. Le gros problème, pour l'avoir posé à Raymond Moody, donc ici à Saint-Malo, j'ai demandé si les soignants étaient des chamans, et la réponse qui a été tout de suite de Raymond Moody, il a répondu pour les soignants, oui, ils sont obligés de passer par les formations infirmières, ceci, cela, ou médecins, par la faculté, ils doivent être oblitérés pour avancer. Et les expérienceurs de NDE dans le public, vous soignez tous? Vous avez décidé d'être charitable envers votre prochain? Ça vous a changé la vie? Madame, au fond aussi, malgré ce qui a